Donc chez nous, c'est Quentin qui va présenter. Alors en fait, il s'agit du travail de, il va l'expliquer tout à l'heure, mais il s'agit du travail de Mao qui a fait son stage chez nous sous la direction de Quentin au printemps. Et là, elle a repris, elle a encore une année d'études à faire. En fait, elle a repris ses cours et du coup, elle est prise par ses cours, donc elle ne peut pas venir présenter elle-même, hein, mais Quentin poursuit le travail, donc il va nous présenter ça. Voilà. Est-ce que vous voyez vous voyez l'écran? Oui, c'est bon sur l'écran, ouais. Très bien, on va Quentin, on te laisse. Oui. Ah bah oui, forcément. Du coup, merci Laura. Donc effectivement, il y a une tête sur cette slide qui n'est pas la mienne. Donc le travail que je vais présenter aujourd'hui, ça a été réalisé par Mao Mortier, qui était en stage ici cette année pendant 5 mois, et qui du coup maintenant à l'époque elle était en M1, maintenant elle est en M2 à l'ESSIV à la Défense. Et donc je vais vous raconter qu'elle a fait sur l'impact indirect de la vaccination contre les virus sur l'antibiorésistance chez les bactéries. Je vais faire la présentation en anglais et après, question, tout ça, on peut faire en français ou en anglais. Mais voilà, ça m'évite de bégayer et de faire du complexe un petit peu plus facile. Okay. Right, so modeling the indirect impacts of vaccination against viruses on antibiotic resistance. So first of all, what's the logic here? Why are we looking at vaccination against viruses when we're interested in antibiotic resistance in bacteria? So the logic here is that for bacterial infections, you have people in the population who are colonized by bacteria, and then they can get infected by those bacteria, and then they take antibiotics to get better. So that's the fairly straightforward chain when it comes to bacteria and antibiotics. Now, the problem is that there's something called antibiotic resistance. So that's when bacteria become resistant to those antibiotics. And a key factor which drives the increase in antibiotic resistance at the population level is this same antibiotic treatment. Because what's going to happen there is that the more you use antibiotics, the more you're going to select for antibiotic resistant bacteria. You're going to give them a slight advantage compared to bacteria which are not resistant and which are going to be killed off by those antibiotics. And so ultimately at a population level, that means you're going to end up with a higher incidence of resistant bacteria. So that's just bacteria. But the interesting thing is that you can also take antibiotics because of viruses. So you have individuals who can get viral infections, and then that can lead to additional consumption of antibiotics on top of that baseline that you have for bacteria. And then that can also feed into the selection for antibiotic resistance over here. So the reason that this additional consumption of antibiotic occurs, there's a number of reasons. It could be because it's someone who's very fragile, who has a viral infection, so we're giving them antibiotics preventively to prevent an additional bacterial infection. It can also be because that additional bacterial infection has happened, okay, following the viral infection, so that person gets antibiotics to treat that. And then finally, it's also possible that this is misuse of antibiotics, and so incorrectly given whilst they were not needed. But the consequence is the same, is that it's additional consumption of antibiotics, which is going to lead to selection for antibiotic resistance. So the logic behind this project is that if this is the case, if you have this additional consumption of antibiotics because of viral infections, then if we can reduce viral infections, then we should reduce the additional consumption of antibiotics and therefore reduce this as well. So that's the logic behind the project. So our working hypothesis for that was that reducing viral infections should reduce antibiotic resistance by reducing that additional antibiotic use. And we have a pretty good way to reduce viral infections, which is vaccination against viruses. So the aim of the project was to build a mathematical model to look at the relationship between antibiotic resistance and viral infections, and then play around with that to try to quantify the extent to which viral vaccines could reduce antibiotic resistance. So this is an idea which has been proposed in various publications before. WHO is very interested in that sort of concept, but trying to actually quantify this
hasn't been done before we tried. So that was the aim of the project. Come up with a framework where you can try to play around with the numbers and see, well, would this actually be the case? Would viral vaccines really have an impact on antibiotic resistance? So I'll start off by explaining a bit of the mathematical models. So we had to factor in both bacterial dynamics and virus dynamics. Okay? So this is just a bit on bacterial dynamics. So as I was saying before, in the population, you can have individuals who are susceptible to the bacteria, who are colonized by the bacteria, and they can be colonized either by sensitive or by resistant bacteria. And then a small fraction of those can then have infections, which are tracked over here. So that's the dynamics that we have, and we also split up our population with two categories, so those exposed to antibiotics on the left and those non-exposed to antibiotics on the right. And individuals can move between those two states if they're given antibiotics and at the end of their antibiotic treatment. And you have the transitions to move between being susceptible, being colonized, etc. There's a slight nuance with the red and purple arrows, which I'll go into on the next slide. So that's for the bacterial dynamics. And then in parallel to this model, we have another model, which is for the virus. So for the virus, what we have is that, do that and talk at the same time. Nope. Too tricky. Okay, never mind. So for the virus dynamics, we have a very sort of straightforward model where we have people who can be susceptible, infected, and recovered and immune to the virus. So that's a very standard SIR structure. And then we divide between people who are vaccinated against the virus on the left and who are non-vaccinated against the virus on the right. So what's going to happen is if you're vaccinated against the virus, you're going to have a reduced probability of becoming infected by that same virus. So that's how we capture viral infections and the impact of vaccination. Now, we run all our simulations over a year because we're looking at seasonal virus epidemics, as you'll see on the next slide. So yeah, that's our logic here. If you're infected and then you fall into that sort of immune box at the bottom, then you're immune for the rest of the season to that virus. So that's our two models. So I mentioned a bit about the different arrows and bacteria and viruses. So actually with this framework, we're able to look at different bacteria and different viruses, which makes it a bit more interesting to play around with. So we looked at 3 different case studies of pairs of bacteria and viruses for which there could be an interesting link. So Staph aureus and influenza, strep pneumonia and influenza, and E. coli and rotavirus. So these pairs are because it's likely that if you have influenza, one way or another, you could end up with an antibiotic that would impact resistance in Staph aureus, and then same logic for influenza and strep pneumonia, and same logic for rotavirus and E. coli. So it's sort of relevant pairs of bacteria and viruses where there's going to be common antibiotics in the mix. Now, the reason these are interesting case studies is because there are slight differences between them. So Staph aureus is our sort of standard case study here in the first row. And we pair that with influenza, and so there is a certain proportion of people who are going to be colonized by the bacteria, a certain proportion of resistance, etc. And that's basically it. Compared to Staph aureus, strep pneumonia, there's an interesting difference, which is this right here. So for strep pneumonia, there is a lot of literature which concludes that if you have a viral infection, you're more at risk of having a bacterial infection than if you do not. So we factor that in. For Staph aureus, that's not the case. So that's the difference between the two. And then for the third one, for E. coli, the difference in the dynamic is that we can consider E. coli to be more endemic compared to the other 2 bacteria, which are epidemic. So what I mean by that is everyone is colonized by E. coli. In the real world, there is 100% carriage of E. coli. You all have E. coli in your stomach, and that's absolutely fine. But what this essentially means for E. coli is that these compartments, the S compartments for susceptible, they're not relevant. So we just remove them, and we instead just look at the colonized compartments. And so that's why we have the purple transition here compared to the red transition which we had for the Staph aureus and strep pneumonia, because for those, it's only
part of the population that's going to be colonized. So that's the distinction. Last thing of interest for E. coli, we paired that with rotavirus, not influenza. And rotavirus, you have a probability of recurrence, so you can be infected multiple times in a single season with rotavirus before becoming immune. So that's represented by this arrow over there, the recurrence in the viral model. Okay. So very last thing that I'm going to explain before moving on to actual results is how do we link the two models? Because if we just look at them separately, it's not very interesting. So what's the link between the two? Well, the link goes through that antibiotic consumption and the rate at which people are exposed to antibiotics. So in the bacterial model, you can see this parameter theta, which is the rate at which individuals are exposed to antibiotics over time. So this rate theta depends on two things. So over time, for theta, we assume that there is a baseline rate of exposure to antibiotics. So there's a certain probability that each day individuals would get antibiotics for a number of reasons. And then there's an additional exposure that is due to the virus epidemic at a given time, which is going to look something like this. So that's additional exposure is because people get infected by the virus, and then when they're infected by the virus, there's another little probability that they might get antibiotics for the reasons I mentioned before. So either it's a mistake, or it's to prevent a bacterial infection, or it's in response to the complication, etc. But the consequence is the same. We get this extra additional exposure to antibiotics. So I put the equation on the slides for the more mathsy people in the room. But just so you get the idea, again, is we're working with a baseline rate over here, θ0, and an additional time varying exposure, theta v, which looks like a curve like this, and which mirrors the virus dynamics over the season. Okay, so now we've got all this. What do the numbers actually look like? Well, first of all, we check the baseline dynamics in our system. So just looking at the bacterial dynamics in separate and the virus dynamics in separate and checking that everything's all right. So that's what this graph shows. This shows that essentially we have our bacterial dynamics are pretty stable if you don't add in any sort of viral epidemic. It's fairly constant, it's at equilibrium. And you see for each of the three bacteria, you have in the first column different percentages of people who are either susceptible, colonized by the sensitive bacteria, or colonized by the resistant bacteria. In the second column, you can see most people are not exposed to antibiotics. There's a very, very small percentage of people who are exposed to antibiotics at any given time, which is normal. I mean, in this room, I wouldn't expect most of us to be on antibiotics right now. I may be wrong, I don't know, but I'm not expecting it. And then the last thing is the last column, which is looking at infections over a year. So how many infections we expect? So that's the numbers on the graphs, and then the proportion of those infections which are due to resistant bacteria or sensitive bacteria. So that's blue versus orange. So you can see there are slight differences between the three case studies, which is good. That's what we're interested in. And then for the virus, this is the curves. So this is looking at an example with three different vaccine coverages, 0, 50, and 80. Basically, the higher the vaccine coverage, the lower the virus epidemic, which makes sense. For influenza, you can see with 80%, you're basically negating the epidemic. So here, it just completely flat lines. With rotavirus is much more transmissible than influenza. So even with a high vaccine coverage, you can see there's still that curve here, which shows there's still a little epidemic happening right there, even with a high vaccine coverage. Okay, so what happens when we put the two together then? So I'm just showing you for Staph aureus first, and you can see basically if you take the bacterial dynamics on the top and then you add in that additional exposure on the bottom here due to the virus infections, you can see there's a slight change in the bacterial dynamics. So the dashed lines on this graph are the baseline values, and then the solid lines are the values that change because of this additional exposure to antibiotics. So you can see over here, there's a slight difference, and over there. So what happens there is because you have, at a certain point in time,
an overexposure to antibiotics, then suddenly the people who are colonized, it changes in the proportions. So you have some selection pressure which is introduced, which is going to favor resistant bacteria and which is going to damage sensitive bacteria. So that's what's happening over there. However, you see within the year, you fall back to equilibrium, and the higher the vaccination coverage, so 0, 50, 80, well, the lower the disturbance. At 80% coverage, there is basically no difference on this graph. You don't see the difference between the dashed line and the solid line. For strep pneumonia and E. coli, it's basically the same story, although the numbers slightly vary. E. coli is slightly different because we don't have susceptible people to E. coli, we only have colonized people. But other than that, it's the same idea of the virus epidemic introduces a disturbance in the bacterial dynamics. So now that we have that, what is then the impact of viral vaccines on those bacterial dynamics? So I mentioned in the model before, I showed you colonizations in the previous slides, but we can translate that to infections. So we can look at infections over a year and see how does this number change when we have no viral vaccine versus when we have viral vaccine. So that's what this graph shows. So here I'm just showing it for Staph aureus for now. And what the graph represents is on the x-axis, the vaccine coverage against the virus. So this is low on the left and high on the right. And then on the y-axis, you have the relative difference in cumulative incidence compared to when you have no vaccination. So what does this graph mean? If you increase vaccine coverage, the three informations over there. The first big one is the orange curve here. So that tells you that if you increase the vaccine coverage, you decrease resistant infections. That's pretty cool. That's meant to be the aim of doing that. So there's like the logic behind the project. So it's very nice that it works. But there's something very interesting going on, which is with other curves. The other curves are saying that if you increase the vaccine coverage, then you also increase your number of sensitive infections. And actually, you also increase your total number of bacterial infections. Now, the reason why this occurs is to do with the dynamics in the model. Basically, if you increase vaccine coverage, then you're going to decrease antibiotic consumption. And that's the logic behind this. So you're going to penalize resistant bacteria, so that's why those decrease. But you're going to restore a slight advantage to sensitive bacteria. And depending on the numbers, you can get something like this, where you actually have an increase in infections because you're freeing up, you're giving the opportunity to the sensitive bacteria to proliferate and not be cut down by the antibiotics. And what's even more interesting is for the other two bacteria, you don't have any of that same dynamics. For strep pneumonia over there, you can see that everything decreases. The reason for that is what I mentioned a bit earlier. We know that if you have a viral infection, you're more at risk of infection by the bacteria for strep pneumo. So in that case, for strep pneumo, just having a higher vaccine coverage reduces viral infections and so reduces bacterial infections. So that's fine. And then for E. coli, you can see that resistance decreases, sensitive infections increase, but then this stays equal, the total stays equal, because you don't have anyone susceptible to the bacteria, everyone's colonized, then it's not going to change the overall incidence of infection. So the take-home message from this slide is that depending on the bacteria-virus pair, you don't get the same outcomes. You don't get the same numbers, you don't get the same exact dynamics. So that's very interesting. The last thing that we did is we related the reduction in antibiotic resistance with the reduction in total antibiotic exposure, thanks to the vaccine, because that's been done in other studies. And long story short, over here, it's fairly consistent with previously published estimates. So here, for a 1% decrease in antibiotic exposure, we end up with a roughly 0.2 reduction in AMR, which is what has been suggested in other studies. So it's fairly consistent, so it's reassuring. And that also kind of suggests that the effects we're playing around with are reasonable and they're realistic. And talking about these effects, the very last thing that I want to point out is actually the size of those effects. So I keep talking about changes in resistance, changes in sensitive infections, but if you look
at the y-axis on my graph, it's actually quite small. So at most, I'm looking at strep pneumonia here. If you have a 100% vaccine coverage, and here we're assuming vaccine efficacy is 60% to reduce your risk of virus infection, then at most, by having a 100% coverage, you reduce resistance by about, what's this, 6%? Something like that. It's not a super massive increase, okay? And that's 6% compared to if you had absolutely zero vaccine coverage. The conclusion here is that, yes, viral vaccines can reduce antibiotic resistance. So with this framework, we're able to show that it does, and that it can, and that it consistently does actually, but only to some extent. So those numbers are very important because a lot of the time you can see the strategy of viral vaccine being presented as sort of like a miracle solution against antibiotic resistance. It's not the case. It's useful, but it's only one of the tools we can use against antibiotic resistance. There's other types of interventions that can play in, stuff to do with infection prevention and control, water sanitation, hygiene, etc. So vaccination against viruses can help, but it's not going to be the life-changing intervention that some policy documents may make it sound like. And last thing, again, just to highlight again, the impact on resistance will depend on the bacteriovirus characteristics. So that's the neat thing with this framework is we can try these different pairs and we can reach different conclusions. Okay, so that's it for me. And again, just to highlight, this was really Mao's work. So thank you, Mao, for doing that. And I'd be happy to answer any questions. Thank you. Merci beaucoup, Quentin. Des questions? Ouais, Mélie, t'as une question. Vas-y, Mélie. Si je vois qu'il y a Julie après. J'avais une question, c'était... tu dis qu'au final, ce que tu trouves, c'est que tu as quand même une augmentation du nombre de cas pour staff, du nombre de cas. Et je me demande, est-ce que ça peut pas aussi indirectement augmenter ta consommation d'antibiotiques que tu vois, parce que là, tu fais l'hypothèse que ta consommation baseline, elle est constante, mais enfin, je sais pas. Ouais, si, t'as raison. Effectivement, j'ai pas calculé ça comme ça dans les réductions d'antibiotiques. Je pourrais, après, est-ce que c'est pris en compte? Non, c'est pas du coup pris en compte, effectivement. Voir, hein, peut-être que dans le modèle, c'est pris en compte indirectement, mais... Non, ça ne sera pas du coup. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, bah, au-delà de ça, la conclusion, finalement, c'est, OK, une infection par une bactérie résistante n'a pas le même coût, n'a pas les mêmes conséquences qu'une infection par une bactérie sensible. Donc, dans tous les cas, dans ce travail, on est un peu limité parce qu'on ne regarde que le nombre d'infections. Après, il y a des facteurs qui rentrent en jeu. Mais par contre, c'est super intéressant ce que tu dis sur la consommation d'antibiotiques. Donc, c'est très bénéfique. Je vais regarder ça parce que je me demande ce que ça pourrait changer et si on peut le calculer. Et après, en termes de conclusion, tu dis au final, ça diminue que de 6%, mais en termes absolus, parce que si tu donnes une estimation absolue, même si c'est un peu compliqué, c'est juste en termes d'échelle de grandeur, 6%, ça représente combien de cas? Et si au final, ces 6%, ils sont, ça correspond à un nombre de cas qui est assez important pour les hôpitaux. Et ça, je pense que c'est peut-être un truc, un peu peut-être, parce que là, tu le montres vraiment en disant, voilà, en fait, la vaccination, c'est cool, mais ça va pas faire énormément de changements. Mais ça peut être quand même intéressant. Et du coup, le dernier truc auquel je pensais, c'est, tu disais que c'était des changements qui étaient à peu près au même niveau de si on avait une réduction globale de conso antibiotiques. Et si tu arrives à cumuler les deux, est-ce que tu as un effet cumulatif ou pas? Tu vois, voilà, c'est juste... Désolé, parce que j'ai joué avec ça en même temps, mais tu as dit un effet cumulatif entre quoi et quoi? Oui, parce que tu disais que... L'intervention globale de réduction de la consommation. Ah, juste intervention. Ouais, tu disais que tes résultats, ça donnait à peu près le même niveau de réduction.
Donc que c'était raisonnable les hypothèses que vous avez faites, etc. Mais du coup, est-ce que si tu cumules les deux interventions, tu as une réduction d'autant plus intéressante, tu vois? Okay. Alors, du coup, pour la question des 6% et de ce que ça représente et tout, donc, pour répondre vite fait, déjà, c'est 6% encore une fois comparé à 0 vaccination. Donc, de 0 à 100. Donc, c'est quand même, dans la vraie vie, en fait, on ne passerait pas de 0 à 100, on passerait d'un truc intermédiaire à un autre truc intermédiaire. Enfin, il y a déjà de la vaccination contre la grippe saisonnière, voilà. Rotavirus, pareil. Donc, en fait, finalement, l'effet, il est plus petit, ça, c'est l'effet théorique maximal, quoi. Et en plus de ça, ce chiffre-là, un peu de 6%, il y a un article qui a regardé d'autres types d'interventions et comment ça pouvait réduire l'antivirésistance et qui estime que c'est à peu près ces ordres de grandeur pour d'autres types d'interventions, ce que je mentionnais sur les infection prevention and control, water and sanitation and hygiene, etc. Donc ça, finalement, ça montre bien que dans les ordres de grandeur, la vaccination contre le virus, c'est pas waouh, incroyable, ça détruit toutes les autres interventions tellement c'est bien. C'est vraiment, ça peut contribuer, ça peut être un des piliers, mais c'est pas, ça écrase pas les autres en termes de valeur. Et donc ça, c'est lié à un autre point. Donc, on n'a pas regardé dans ce modèle-là si on mettait une autre intervention, mais la comparaison se fait plutôt sur la taille de l'effet-là par rapport à d'autres tailles d'effets qui ont été suggérées dans la littérature. Donc voilà, c'est pour ça qu'on conclut que c'est cool, mais c'est pas solution miracle. Ouais, mais du coup, je trouve que ça serait sympa, tu vois, enfin, je sais pas à quel point ça serait compliqué à mettre en place, mais si tu rajoutes d'autres interventions, et ben en fait, en cumulé, est-ce que c'est intéressant ou pas, tu vois? Ça pose peut-être si je peux me permettre, ça pose peut-être des questions un peu comportementales, un peu complexes de est-ce que tu vois, en théorie, ça pourrait être cumulatif, mais en pratique, peut-être, je sais pas, parce que si c'est le médecin qui fait du misuse d'antibiotiques pour les infections virales et que par ailleurs, il y a une campagne nationale de réduction d'antibiotiques, peut-être ça va réduire les deux. Je sais pas. C'est juste, tu vois, ça peut étayer encore plus un de tes arguments, parce que si tu vois que la vaccination plus la réduction globale d'antibiotiques, ça te donne globalement la même chose que réduction globale d'antibiotiques, tu vois. Ouais. C'est juste. En fait, on pourrait jouer avec ces paramètres dans le modèle, mais juste à voir si ça a du sens ou pas. Ouais. Mais c'est une très bonne idée en tout cas. Et juste, je ne partage pas mon écran, mais juste vite fait, en fait, les noms de cas, on le voit, hein, c'est pas non plus hyper hallucinant, quoi. T'es à 30% des personnes. Voilà, 30% des personnes d'infection sensible par an et 3% des personnes d'infection résistante par an. Donc, c'est pas... On a les noms, mais je ne les ai pas mis sur les slides parce que c'est pas... C'est petit, quoi, en fait. On a tout. Judith avait une question, je crois. Oui. Judith. Merci. Bon, on est presque, voilà, on doit presque arrêter, mais s'il n'y a pas d'autres personnes, j'aurais quand même quelques questions. Alors, c'est super intéressant parce qu'effectivement, il y a deux mécanismes là-dedans. Et là, j'essaye de clarifier dans ma tête parce que d'un côté, tu réduis le vrai besoin du traitement antibiotique. Alors, par exemple, avec la surinfection pneumocoque d'une grippe. Et de l'autre côté, tu réduis aussi cette fausse indication parce que tu évites les symptômes qui induisent les médecins à utiliser des antibiotiques de façon heuristique un peu face à des symptômes. Donc, c'est intéressant parce que du coup, je me demande pas si le modèle devrait être plus complexe, mais je peux pas vous proposer pourquoi et comment, mais il y a quelque chose de complexe là-dedans. Tu as raison, en fait, oui. Quand on a fait ça, en fait, on s'est dit, waouh, il y a tellement de trucs plus complexes qu'on voudrait faire. Ouais. En fait, ça n'a jamais été fait, même de manière simple. Et du coup, pour nous, ça avait du sens d'essayer de le faire de manière plus simple là. Mais effectivement, dès qu'on rentre dans des aspects effets directs, effets indirects, ce que Laura disait juste avant, sur comment ça peut influencer les comportements et tout, il y a vraiment énormément de choses à creuser. Donc, c'est un peu ce que j'aime bien aussi avec la conclusion de ce travail, c'est qu'on montre qu'il y a quand même un impact, donc ça a du sens de le creuser et donc potentiellement de faire des analyses plus poussées, plus compliquées, en s'appuyant peut-être Alors, du coup, je suis vraiment étonnée que le pneumocoque montre le moins d'effets parce que du coup, j'aurais vraiment pensé que c'est là où, justement, tu as les deux effets en fait. Parce qu'avec la grippe et le pneumocoque, mais c'est des vraies indications, tu peux vraiment éviter
des utilisations qui sont même voilà, vraiment indiquées. Donc, du coup, c'est là où j'ai l'impression que je n'ai pas encore tout compris, mais c'est super intéressant et certainement à développer. Alors, après, oui, pour la discussion, est-ce que c'est 6%, c'est beaucoup, mais tu peux peut-être quand même couper des pics, parce que comme c'est très saisonnier, la grippe et les surinfections aussi arrivent, tu vois, 1-2 semaines après. Tu as probablement les effets des pics qui sont évités par ce genre Après, est-ce que tu peux avoir des épidémies d'antibiorésistance? Là, je ne sais pas si c'est quelle importance que ça peut avoir, tu vois, des cas groupés ou la saisonnalité de l'antibiorésistance. Ok. Juste pour répondre à ta question, justement, sur le strep pneumo, tu as une réduction plus importante que Staph aureus. Staph aureus, tu as genre 2% au maximum, tu peux réduire la résistance de 2%. D'accord. Strep pneumo, tu réduis de 6%. Quoi. D'accord, ok, donc c'était peut-être trop C'est quand même épique. plus grand, ouais, c'est quand même plus important que Staph aureus. Et peut-être juste une question, tu avais indiqué quelque part que le pneumocoque serait épidémique. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est à cause du lien avec avec la grippe. Mais sinon, je ne suis pas au courant qu'il y ait une saisonnalité forte, tu vois, du portage du pneumocoque. C'est plutôt voilà, le lien avec des infections virales, probablement. Et la c'est super intéressant. Et du coup, je vais prendre ta suggestion parce qu'en fait, quand je dis que c'est épidémique, c'est quand j'explique le modèle et que j'essaie d'expliquer la différence entre le pneumocoque, où du coup, il n'y a pas tout le monde qui est colonisé par le pneumocoque en permanence, et Escherichia coli, où tout le monde est colonisé en permanence. Et c'est là où, dans ce contexte-là, que j'ai utilisé le terme épidémique versus endémique. Parce que je ne savais pas trop quel autre terme utiliser. Donc, si tu as une autre suggestion, je suis hyper preneur, parce que je comprends pourquoi ça peut prêter à la confusion, l'utilisation des deux termes. Alors, le pneumocoque, normalement, il y a une colonisation qui se fait même à des âges avancés. Elle est très rare, elle est plutôt rare. Elle peut survenir un peu à tout moment. Et coli, c'est plutôt la question, est-ce qu'il y a des souches particulières qui sont plus pathogènes que d'autres? Voilà, peut-être il y a des choses plus complexes à regarder au niveau de la microbiologie. Mais ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci. Peut-être passer à la deuxième présentation, du coup. Oui, s'il n'y a pas d'autres commentaires. Donc, Abdul, s'il te plaît, si non, je te vois dans la liste. Voilà. Si tu peux partager ton écran. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Abdul est médecin épidémiologiste, alors en poste au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso, et je laisse peut-être Youssouké introduire Abdul. Donc, Abdul est actuellement en séjour de recherche à Paris. Oui, Youssouké, si tu veux introduire Abdul, s'il te plaît. Oui. Donc, Abdul est donc médecin épidémiologiste et donc actuellement il est en train de faire la thèse avec moi et avec l'autre professeur à Bobo Dioulasso et il est affilié à l'université de Bobo Dioulasso. Donc depuis 2020 il a joué un rôle très important pour coordonner une étude qui s'appelle NeoVac. Donc, je pense qu'il va présenter un peu. Et donc, aujourd'hui, Abdul va présenter les données sur la mortalité au niveau de cet essai vaccinal communautaire. Merci, Abdul. Tu pourras commencer. Je pense que Youssouké m'a brièvement présenté. Donc là, je suis effectivement en stage de quelques mois à Pasteur dans le cadre de la thèse et profiter de travailler sur ce papier-là qu'on est en train d'essayer d'écrire, donc qui s'inscrit dans le cadre de NeoVac, et notamment qui va traiter un peu de la mortalité infantile, néonatale. On a eu un peu dans le cadre de l'étude NeoVac, mais plutôt en lien avec le vaccin, pour voir un peu
ce qu'il en est en fait. Donc, voilà un peu le plan, après le contexte objectif, les méthodes, et quelques résultats, en tout cas à cette étape des analyses, quelques mots de discussion et puis une conclusion. Donc en contexte, il faut dire qu'il y a de plus en plus une grande attention relative aux événements indésirables qui surviennent après vaccination depuis, on va dire, quelques années, notamment avec les grandes épidémies de Covid qu'on a connues et tout. Et la dose à la naissance contre hépatite B, mais aussi les autres doses à la naissance sont reconnues être efficaces et sûres pour la prévention de la transmission contre l'hépatite B. Mais il y a quand même un souci parce que cette administration généralement a lieu à la naissance, c'est-à-dire dans la période la plus fragile en fait de la vie de l'enfant, ce qui peut être sujet à parfois faire des associations parfois qui puissent être faites en fait avec les décès accidentels qui pourraient être signalés comme des manifestations post-vaccinales indésirables, surtout dans notre contexte où il y a pas mal de décès néonataux et infantiles en fait. Pour preuve, en fait, il y a eu au Vietnam en 2013 des événements qui sont survenus après la vaccination et qui ont été médiatisés pas vraiment dans le bon sens et qui ont entraîné en fait une baisse de la couverture en fait vaccinale. Et par ailleurs, il faut dire qu'il y a des études récentes quand même sur les vaccins qui suggèrent en fait qu'il y a des effets non spécifiques qui pourraient influencer en fait le risque global de maladie et le décès. Et ces études suggèrent que les vaccins vivants atténués pourraient avoir des effets, on va dire, non spécifiques bénéfiques, notamment par la réduction de mortalité, et les vaccins inactivés qui pourraient être liés à une mortalité, on va dire, un peu plus élevée, ou en tout cas des effets un peu plus négatifs, notamment chez les filles. Donc ces hypothèses restent, en tout cas à l'heure actuelle, un peu plus ou moins controversées et demandent quand même une exploration supplémentaire. Donc, pour ce qui concerne le Burkina Faso, le pays a intégré en fait cette dose à la naissance contre l'hépatite B depuis 2022. Et je pense qu'il serait bon de pouvoir au moins avoir des arguments, en tout cas étudier davantage la mortalité en lien avec ce vaccin pour bien sûr mieux communiquer et en tout cas pour avoir une communication basée sur des preuves après d'éventuels décès qui pourraient survenir après la vaccination. Donc, nous nous sommes proposés, au décours du NeoVac 2, de regarder un peu ces aspects, d'estimer déjà les taux de mortalité qu'on a eu dans les deux bras de l'étude, c'est-à-dire vaccinés et non vaccinés, à 28 jours et à 6 mois de vie, et déterminer ces causes de décès qu'il y a eu au cours du projet, et d'identifier les facteurs qui pourraient être associés à la mortalité néonatale et infantile. Alors, quelle méthodologie? En fait, il faut dire que NeoVac 2, l'étude, en fait, se tient, comme je l'ai dit, ou s'est réalisée dans le cadre de NeoVac 2, qui est un essai pragmatique, qui a été randomisé en grappe. C'est une étude multidisciplinaire et qui a couvert 24 centres de santé dans une région qu'on appelle les Hauts-Bassins. Et c'est cette région qui est présentée un peu dans la carte que vous voyez à droite, là. Donc, dans la figure un peu en bas, vous avez l'aire qui a abrité en fait NeoVac 2. Donc, les Hauts-Bassins, c'est une région et à l'intérieur, vous avez à peu près 8 districts sanitaires et NeoVac 2 s'est réalisé dans 2 districts sanitaires que vous voyez un peu en gris et les 24 CSPS sont répartis dans ces 2 districts sanitaires. Donc, il y en a 16 à Do et 8 à Dafra. Donc, notre population d'études était essentiellement constituée des enfants nés vivants de mère incluse dans NeoVac 2. C'était une étude prospective vraiment analytique. Et les décès, on les a collectés de façon passive, donc lors des visites 2 et 3 de NeoVac 2. Donc, pendant cette période, on a essayé de récupérer toutes ces informations des décès qui sont survenus sur les enfants en fait de NeoVac 2. Comme je l'ai dit, c'est une collecte passive et probablement ça a joué un peu son rôle. Et après l'information sur le décès, il y a eu une investigation à travers un formulaire des événements indésirables graves qui a été complété. Et par la suite, nous avons analysé un peu ces décès
et éventuellement, on a essayé de regarder un peu les causes et regarder un peu avec l'outil en fait OMS un peu pour voir un peu quels pouvaient être un peu les liens par rapport à la vaccination. Donc toujours en termes de méthode, nous avons dans le cadre de ce travail regardé un peu tout ce qui est facteur dans la littérature qui pouvait être associé à de la mortalité néonatale ou infantile. Et nous avons un peu analysé les relations entre ces facteurs-là à travers des diagrammes causaux. Donc ici, je présente un peu la liste des facteurs qui ont été analysés dans le cadre de cette étude. Donc l'analyse a consisté à comparer les taux de mortalité dans les deux groupes à 6 mois et dans la période néonatale, à rechercher tout ce qui est prédicteur. Nous avons réalisé des régressions logistiques et sorties en fait dérivées des autres ratios bruts et ajustés. Nous avons également fait des analyses secondaires, notamment en regardant un peu la dose à la naissance, vraiment selon les critères, selon ce qui est recommandé par l'OMS, c'est-à-dire une dose administrée dans les 24 heures de vie. Nous avons également essayé de regarder un peu l'effet de la grappe, un peu des CSPS, cet effet-là dans l'explication en fait de cette mortalité-là. Nous avons, pour ce qui concerne les données manquantes, fait une première analyse, on va dire, principale en les excluant, et nous avons également fait des imputations multiples comme analyse en fait de sensibilité. Ça bouge plus. Ça bouge chez toi? Alors, en termes de résultats, là, nous avons pu inclure dans cette étude-là environ 9611 enfants. Et nous avons pu évaluer le outcome à la naissance, en tout cas à 6 mois. À 6 mois, nous avions environ 7190 enfants qui étaient toujours vivants et 109 qui étaient décédés en fait à la fin du suivi. Nous avons noté à peu près 2372 perdus de vue. Et ça, c'est lié on va dire au design pragmatique de l'étude, en fait, qui était une étude terrain avec vraiment adaptée aux réalités de suivi et tout. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cela au moment. Donc, pour les résultats, déjà pour le taux de mortalité néonatale, il était à peu près de 10 pour 1000 naissances vivantes. Et dans le groupe vacciné, à peu près 13 à peu près 4 pour 1000, et dans le groupe non vacciné, à peu près 14 pour 1000. Et pour ce qui concerne la mortalité à 6 mois, nous étions à 15 pour 1000 dans l'ensemble de la cohorte, et dans le groupe vacciné, 8 pour 1000, et le groupe non vacciné, à peu près 20 pour 1000. Alors, pour ce qui concerne un peu les délais de vaccination, on peut dire que la vaccination à la naissance contre l'hépatite B, et de même que le VPO, ont été quand même réalisés, ces administrations ont été administrées en tout cas assez tôt dans la vie de l'enfant, contrairement au BCG qui a été plus ou moins réalisé dans une moyenne autour de, je pense, 16 jours environ. Donc je pense que ça c'est vraiment lié aussi à la stratégie qui consiste à ouvrir un flacon, parce que c'est des flacons de 10, je pense, pour le BCG, et donc ils ont tendance à cumuler un peu les nouveau-nés pour faire des vaccins groupés en fait. Donc pour en revenir un peu aux caractéristiques un peu des enfants, et là j'ai présenté un peu là où vraiment il y a des déséquilibres, et quand on regarde, il ressort que généralement quand l'enfant a des soucis de santé à la naissance, c'est-à-dire quand il est prématuré, quand il a un faible poids de naissance, quand l'APGAR est un peu bas, et parfois quand il y a eu des complications qui ont mené en fait à accoucher dans un centre de santé, un hôpital, on va dire, de référence, en général, la vaccination n'est pas faite, en tout cas dans le même délai ou dans les mêmes proportions, en fait. Donc là, c'est plus en comparaison avec les deux autres vaccins qui sont réalisés dans la même période, où on constate effectivement que pour le VPO, comme je le disais, en fait, il s'était fait quasiment dans la même période, en fait. Donc là, je présente un peu les causes de décès après analyse au niveau du système de santé, c'est-à-dire parce qu'il y a une première analyse qui est faite au niveau du système de santé, et là, il ressort que les infections néonatales, les infections bactériennes sont vraiment les causes qui viennent en tête. Ensuite, il y a quand même d'autres causes comme les détresse respiratoires ou
les cas de maladie, de mort subite de nourrissons qui aussi sont quand même ressortis en certaines proportions. En ce qui concerne les facteurs associés au décès, alors là, nous avons fait une analyse vraiment univariée. Ensuite, dans une analyse multivariée, nous avons regardé les variables, mais dans un premier temps, nous avons regardé le vaccin contre le vaccin, la dose à la naissance contre l'hépatite B et seul. Et après, dans un second temps, on a regardé aussi avec le BCG et le BPO qui sont administrés, on va dire, normalement dans la même période, mais dans les faits, on se rend compte que c'est fait, on va dire, avec un certain délai. Donc, quand on regarde sans ces deux vaccins, on se rend compte que le vaccin contre l'hépatite B est assez, on va dire, en tout cas, il semble être protecteur contre la mortalité néonatale. Et après, quand on regarde avec les autres vaccins, associés, les autres vaccins qui sont censés être faits à la naissance, on se rend compte que là, il est toujours protecteur, mais il perd un peu, cette protection n'est plus très significative. Donc, les autres variables qu'on a, comme le faible poids de naissance, comme le nombre de CPN, la prématurité d'Apgar, tous ces facteurs viennent être associés à la mortalité. Et ça, c'est déjà connu dans la littérature. Donc, là, alors là, c'est le résultat à 6 mois, où on retrouve à peu près les mêmes résultats, on va dire, et que ce soit avec juste le vaccin à la naissance contre l'hépatite B ou avec les deux autres vaccins réalisés après la naissance, en fait. Quasiment les mêmes facteurs qui sont retrouvés associés à la mortalité à 6 mois. Donc là, nous avons voulu regarder un peu en restreignant vraiment en fonction de ce que l'OMS recommande, c'est-à-dire la dose administrée dans les 24 heures de vie. Et à ce niveau, quand on essaie de restreindre, on se rend compte qu'il y a toujours la protection, mais ce n'est plus significatif. Donc nous pensons probablement, avec cette analyse-là, avoir un peu, on va dire, contrôlé pour en fait l'effet du temps, notamment l'effet des vaccinés bien portants, en fait, en se disant que, bon, en général, les gens se donnent, les enfants, en fait, les moins bien portants, en général, on essaie de ne pas les vacciner immédiatement et d'attendre un peu. Donc, en restreignant, on se rend compte qu'effectivement, le vaccin reste, on va dire, en tout cas, protecteur, mais il perd un peu de sa significativité. Donc, quelle discussion on peut faire de cela? Déjà, sur les taux de mortalité, nous retrouvons à peu près les mêmes taux dans ce qu'on appelle les enquêtes démographiques et de santé qui sont réalisées assez régulièrement chez nous. Je pense que chaque 2-3 ans, on réalise ces études-là. Mais quand on regarde par rapport à d'autres études, comme le recensement général, c'est un peu plus bas. Ou quand on regarde par rapport aux données du groupe Inter-Agence des Nations Unies, c'est un peu plus bas. Donc, on se dit, vu le design de l'étude qui était un essai pragmatique, vu la collecte passive qu'on a eue, c'est très, très probable en fait qu'on ait sous-estimé un peu les taux. C'est possible aussi qu'il y ait une amélioration en fait de l'état de la prise en charge et de santé, notamment des nouveau-nés depuis les derniers chiffres qu'on a. Mais somme toute, on peut dire quand même que ces taux restent élevés et suggèrent quand même qu'il faille un peu, on va dire, redoubler d'efforts en lutte contre dans la prise en charge de ces enfants-là. Par ailleurs, les résultats montrent en tout cas que le vaccin contre l'hépatite B à la naissance n'est pas associé à un surplus de mortalité, comme le confirment plusieurs autres études, et ça semble être au contraire associé, en tout cas, à une baisse de la mortalité, même si ce lien n'est plus significatif quand on regarde vraiment la dose stricto sensu, la dose à la naissance dans les 24 heures, ou bien quand on prend en compte les autres vaccins qui sont censés être administrés dans la même période. Et il ressort en tout cas que le BCG, comme ça a été démontré et prouvé dans plusieurs autres études, a des effets non spécifiques, en tout cas assez positifs, sur la mortalité globale. Donc les autres facteurs associés, tels que la prématurité, le faible poids de naissance, les CPN, le nombre de CPN supérieur à 4, sont associés, et ça c'est assez cohérent par rapport à toute la littérature qu'on a pu en tout cas consulter.
Donc, en limite, on peut dire que bon, l'étude, en fait, on s'est limité à un suivi sur 6 mois au lieu d'1 an. On a dû extrapoler un peu les résultats à l'année. Il y a pas mal de pertes de vue, mais ça aussi, c'est lié au design de l'étude. C'est une étude pragmatique, vraiment dans l'objectif d'évaluer l'impact du vaccin vraiment en situation réelle dans la vraie vie. Donc, ça va ensemble. Et il y a quelques variables qui n'ont pas pu être collectées, comme le niveau socio-économique, comme l'allaitement maternel, comme certaines habitudes alimentaires, comme la religion. Mais nous pensons quand même que les résultats restent valides avec les méthodes qui ont été utilisées. En conclusion, on peut dire qu'il est essentiel de faire ce type d'analyse et ce travail qui, par sa rigueur scientifique, en tout cas, permet d'évaluer les événements indésirables graves signalés après vaccination et éventuellement de mettre en place une communication efficace sur les risques en associant les professionnels des médias et afin de maintenir une confiance du public à la vaccination. Surtout dans ce contexte où il y a pas mal d'informations sur les vaccins, où il y a une certaine méfiance parfois des populations. Donc, je pense que je suis au terme de ma présentation. Merci. Merci beaucoup. Très belle présentation. Et voilà, je vous laisse la parole pour des commentaires, des questions. J'ai peut-être juste une question, c'était sur les perdus de vue. Est-ce que du coup, on n'a vraiment aucune information sur eux, même parce que comme c'est les mamans qui étaient dans la cohorte, au moment de la naissance, est-ce qu'il y a quelques informations qui ont été récoltées et qui pourraient nous donner une indication de si c'est une population qui est vraiment très différente de celle qui n'a pas été perdue de vue? Juste pour savoir si ça pourrait influer sur les estimations. Est-ce que potentiellement on sous-estime l'effet protecteur du vaccin? Oui, sur les perdus de vue, je pense qu'on a regardé un peu ça dans les analyses secondaires. On a regardé surtout les données de base, c'est-à-dire les données à la CPN jusqu'à la naissance. Et pour la majorité, je pense, les facteurs, il y a pas mal il y a quelques différences effectivement, notamment par rapport au CSPS, au centre de santé. Il y a des différences parce qu'on sait qu'il y a des CSPS où il y a quelques soucis, notamment je ne sais pas si vous connaissez un peu le Burkina Faso, mais il y a quelques soucis sécuritaires, notamment pour certains CSPS. Et pour ces zones-là, il y a eu des déplacements massifs. Il y a eu des cas où certaines n'ont pas pu venir au CSPS et autres. Donc, c'est vraiment sur ces aspects-là qu'il y a des différences. Mais nous pensons quand même que ce pas des aspects qui peuvent jouer sur l'efficacité du vaccin. Donc, finalement, dans ces analyses de sensibilité, en tout cas, les résultats retrouvés semblent nous indiquer que ce n'est pas un groupe hyper différent des groupes qu'on a analysés, en fait. Oui, donc en gros, c'est juste dans les analyses, enlever tous les participants qui viennent des CSPS qui sont très affectés par des troubles sécuritaires et garder ceux où il y a très peu de perdus de vue, c'est ça? Non, on a gardé le tout, mais on les a exclus. Mais dans les analyses secondaires, on a fait effectivement ces analyses-là en considérant uniquement ces CSPS-là. Et ça reste assez cohérent. Les résultats restent assez, on va dire, similaires. OK. Merci. Oui, j'ai une question, Abdul. Donc, vous n'avez pas eu le niveau d'éducation de la mère, etc. Des informations comme ça? Si, on a eu ici, j'ai présenté les variables vraiment qui sont ressorties significatives en univarié. Donc, le niveau d'éducation a été pris en compte et il n'était pas associé en univarié, en fait. D'accord, parce que ça, c'est étonnant, mais c'est évidemment un facteur important. Et puis, même chose, est-ce que vous avez fait des analyses pour vraiment uniquement, par exemple, la population citadine de Bobo-Dioulasso, pour voilà, avoir un peu cette
cette question qui a eu le vaccin, parce que c'est pas complètement randomisé. Donc, si j'ai bien compris, il y a eu des... voilà. Donc, du coup, vraiment pour avoir un peu ces effets de health user bias, etc., qui pourraient quand même... Oui, effectivement. Bon, ici, en fait, il faut dire que c'est, comme je l'ai dit, en fait, Néovac, c'était une population rurale. Il n'y a pas eu d'urbain. C'était des Ah, centres d'accord, ok. Pardon, ruraux. oui. Donc, on sait que généralement, en urbain, c'est plus protecteur, généralement, par rapport au rural. Là, c'est exclusivement rural, même s'il y a quelques espèces qui sont plus proches on va dire, du centre bobo qui peut-être peuvent un peu rentrer dans ce cadre urbain, mais c'est essentiellement rural, en fait, Néovac 2. Et justement, on s'est dit, bon, comment prendre en compte ce Healthy, en tout cas, vaccine burst. Donc, on a essayé de le contrôler un peu à travers, en tout cas, la naissance, l'APGAR, la naissance, en tout cas, l'état de santé de l'enfant à la naissance. On a essayé de le contrôler en prenant cet aspect en compte, quoi. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions et il est 15 heures légèrement passé. Donc, peut-être qu'on va remercier beaucoup les deux présentateurs. Et donc, on se revoit la prochaine fois, c'est le 20 décembre. Voilà. Donc, juste avant les vacances de Noël. Voilà. Et ben, merci à tous. Voilà. Merci. Et à bientôt. Merci, au revoir.